Bonjour à tous, cette capsule numérique a pour objectif de présenter le supporterisme de football sous une forme différente de celle que les médias ont l'habitude de nous présenter. On peut évidemment le relier à des questions de passage à la violence, nous l'évoquerons durant cette capsule numérique, mais le football et le supporterisme qui colle au spectacle footballistique est aussi une activité qui se construit autour d'une certaine identité et de pratiques qui sociologiquement sont des pratiques relativement spécifiques avec leurs règles. L'objectif, c'est d'essayer de vous présenter ces règles et plus largement donc la présentation de cette identité des supporters de football. Nous allons le faire au travers d'un exemple, l'exemple des supporters du Standard de Liège en Belgique, et plus particulièrement autour d'un homme qui s'appelle Roger Claessens. Nous allons en parler dans quelques minutes et vous expliquer pourquoi la figure de Roger Claessens participe à comprendre cette sociologie des supporters et cette identité supporteriste. Roger Claessens, c'est d'abord un joueur de football talentueux. Avant-centre prolifique, il va marquer 161 buts en 229 matchs entre 1958 et 1968 au Standard de Liège. Il était apprécié des supporters pour sa réussite sur le terrain. En plus d'être efficace, il était également considéré comme un joueur classieux et élégant, agréable à regarder jouer. Au cœur de cette ville de Liège, en Belgique, une ville ouvrière où les quelques francs belges dépensés pour aller voir le match du Standard en famille le dimanche après-midi coûtaient cher, il était surtout reconnu pour son engagement et sa combativité. Un quart de finale retour de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe en 1967 a forgé sa légende. Les joueurs belges affrontaient un club moscovite et devaient absolument s'imposer pour se qualifier en demi-finale. Durant la première période, Roger Claessens resta au sol après qu'un adversaire lui ait marché sur le bras et fut obligé de sortir du terrain pendant de longues minutes. Ce n'est qu'au retour des vestiaires, pour le coup d'envoi de la deuxième mi-temps, qu'il réapparut sur la pelouse, le bras en écharpe, collé par des bandages contre son corps. Malgré son handicap, Claessens marqua le but de la qualification. Le lendemain, le public apprit dans les journaux qu'il avait alors le bras cassé. Mais la légende de Roger Claessens, elle s'est aussi constituée en dehors du terrain, dès le coup de sifflet final. Dans son ouvrage, Hubert, en 1979, il décrit « Après chaque match, j'allais boire un verre ou deux avec les supporters, c'était important pour les deux. Raconter mes buts me faisait un plaisir identique à celui de mes admirateurs qui écoutaient. Je ne comprends pas que les professionnels d'aujourd'hui quittent le stade comme un ouvrier quitte son usine, sans un mot pour leurs supporters. » Cette proximité se prolongeait également, cette proximité avec les supporters, se prolongeait également tard, dans la nuit liégeoise, au Carré, le centre historique de la ville, lieu de fête, là où ces frasques ont laissé le souvenir d'un homme généreux et coureur qui buvait énormément d'alcool. De multiples anecdotes comptent également ses disparitions nocturnes avec l'équipe nationale qui lui ont valu de nombreuses suspensions. Il avait même la réputation de dépenser son salaire en quelques jours dans les cafés de Liège ou dans des dons pour aider des mendiants. Pour lutter contre ces dépenses sans discernement, il raconte qu'un jour, le président du Standard de l'époque l'a menacé de ne lui donner que la moitié de son salaire et de virer le reste sur le compte de sa mère. Claessens aurait alors répondu « Parfait, monsieur. Dans ce cas, dimanche prochain, je joue la première mi-temps et ma mère la seconde. » Ce caractère frondeur est aussi un élément auquel les Liégeois aiment s'identifier, même s'il a conduit par 2 fois Roger Claessens jusque la prison pendant quelques jours. Alors, si nous avons souhaité présenter aussi longuement la biographie de ce joueur de football relativement inconnu en France, c'est parce qu'il est devenu un mythe à Liège. Un mythe rassemblant les caractéristiques auxquelles non seulement les supporters du Standard de Liège, mais plus généralement les habitants de la ville aiment qu'on les associe. Ce mythe donne à voir ce qu'on appelle un idéal type
weberien du supporter du Standard de Liège, dans lequel se reconnaissent toutes les formes du supporterisme, même celle du supporterisme extrême, ce qui, nous le verrons dans la sociologie des supporters, ne tient pas à l'évidence. Cet idéal type, c'est un idéal type ouvrier, coloré, bigarré, ouvert sur les autres, de tous âges, laborieux, combatif, généreux, festif et frondeur. C'est tout ça à la fois la figure de Roger Claessens, âme du Standard de Liège. Alors pour bien comprendre le concept d'idéal type chez Max Weber, c'est-à-dire cette idée d'une espèce d'être parfait, je vous propose tout simplement de revenir à ce qu'il dit lui-même dans les essais sur la théorie de la science, extrait que nous commenterons ensuite. On obtient un idéal type en accentuant unilatéralement un ou plusieurs points de vue et en enchaînant une multitude de phénomènes donnés isolément, diffus et discrets, que l'on trouve tantôt en grand nombre, tantôt en petit nombre, et par endroits pas du tout. On les ordonne, selon les précédents points de vue, unilatéralement, pour former un tableau de pensée homogène. On ne trouvera nulle part empiriquement un pareil tableau dans sa pureté conceptuelle. Il est une utopie. Comme dit Serge Pogam, définir un type idéal ne signifie pas repérer sa forme majoritaire d'un point de vue statistique, mais discerner à partir de formes historiques multiples dans des sociétés contemporaines des traits principaux qu'on va volontairement simplifier pour donner du sens. La démarche de Weber n'est donc pas une fin en elle-même. L'objectif, c'est plutôt d'avoir un moyen de connaissance et de compréhension d'un objet qu'on regarde. Dans notre exemple, Roger Claessens, l'image que renvoie Roger Claessens, de tous les adjectifs que nous avons dit tout à l'heure, eh bien cette image, elle forme d'une certaine manière un idéal type du supporter du Standard de Liège, dans lequel individuellement les supporters peuvent se reconnaître, non pas pour l'ensemble des caractéristiques, mais pour seulement certaines d'entre elles, ou si ils ne correspondent pas à une de ces caractéristiques, dans lesquelles ils sont capables de se projeter. Alors, regardons comment cela impacte notre sociologie des supporters. La diversité des supporters de football forme un monde dont la cohérence est le fruit des interactions sociales. Le terme de monde est important parce qu'il marque, nous allons y revenir, un attachement à une forme de sociologie qu'on appelle la sociologie interactionniste, qui naît autour du travail de Howard Becker, d'Erving Goffman dans les années 50 aux États-Unis. C'est une sociologie qui construit l'identité des individus au travers de leurs relations sociales. Il y a, d'une certaine manière, dans le regard de l'autre, dans le comportement de l'autre envers un individu, une manière de le stigmatiser, une manière de le qualifier, une manière de dire si ce qu'il fait est bon ou mauvais. C'est dans cette forme-là, qui est une forme d'une certaine manière flexible, une forme mouvante, que nous allons définir les supporters. Alors, certains supporters de football forment par leurs pratiques, leurs usages, mais aussi leurs symboles, leurs représentations et leur organisation, ce que l'on va appeler une sous-culture multiple. Il s'agit de ceux qu'on appelle les supporters extrêmes. Ils forment une sous-culture en recherche d'un sas vers le monde adulte, c'est ce que nous dit Dominique Baudin. En l'occurrence, ce sas, c'est un groupe de pairs qui peut très vite se retrouver, eh bien, non plus à être un sas, c'est-à-dire une porte vers le monde adulte, mais au contraire, un enfermement, un repli sur soi. Alors, ils se retrouvent dans une situation de retrait, d'aliénation, ils se revendiquent comme supporters et partagent
un rejet des autres et particulièrement des autres spectateurs du stade. Ce sont des étrangers, ce sont ce qu'Howard Becker aurait appelé des outsiders, c'est-à-dire qu'ils sont en dehors de leur système de pensée, et ces outsiders ne sont pas considérés comme des vrais supporters. L'unité, donc, des supporters comme une sous-culture ne semble pas complètement évidente si on s'appuie sur la littérature. L'idée d'une identité des supporters peut paraître comme quelque chose de complexe. Alors, essayons de voir comment nous pouvons concilier les formes de supporterisme pour dire qu'il y a une identité du supporterisme de football. Le travail de thèse de Bérengère Ginoux décrit avec l'apport de la sociologie interactionniste une configuration complexe et multiple du supporterisme qui met en valeur certaines pratiques. Son travail est une monographie, c'est-à-dire qu'elle ne fait que travailler sur un seul sujet, il n'y a pas de comparaison, effectuée auprès des supporters de l'AS Saint-Étienne. Bérengère Ginoux s'appuie donc sur la sociologie interactionniste et Howard Becker pour proposer une lecture des supporters en termes de monde. Il s'agit alors de schématiser le supporterisme comme un cercle dont le noyau dur serait moins poreux que les extérieurs. Je vous renvoie au PowerPoint. Le centre repose sur la pratique des supporters les plus engagés, qui forment la sous-culture dans sa définition stricte que nous avons évoquée tout à l'heure. Il s'agit d'un groupe déviant qui se considère étranger au reste des spectateurs perçus comme des objecteurs de conscience. Dit autrement, il s'agit d'un groupe qui choisit d'avoir une pratique différente des autres, quitte à être pointé du doigt par les autres comme ayant une pratique, d'une certaine manière, négative d'un point de vue social. Pour qui a déjà fréquenté un stade de football pendant un match professionnel, c'est peut-être le comportement du capot, vous savez, ce supporter debout, le plus souvent torse nu, même quand les températures sont négatives, qui s'agite avec véhémence en regardant plus les tribunes que le terrain, qui peut apparaître sans grande difficulté comme une pratique étrangère à la majorité des spectateurs présents dans le stade, qui, eux, ne cherchent pas à s'agiter, à faire du bruit, mais simplement à regarder le match de football. La matérialisation de la sous-culture repose donc sur les pratiques d'un groupe noyau dur, mais aussi sur la participation formelle ou informelle, continue ou occasionnelle, et sur la compréhension de ces pratiques par des acteurs en position d'outsider, c'est-à-dire extérieurs à ce noyau dur, et plutôt situés dans les cercles concentriques qui, petit à petit, se rapprochent de l'extérieur. C'est ainsi que Bérengère Ginoux considère nombre de policiers spécialisés dans la prévention des violences supporters comme le cercle externe de ce monde des supporters. D'une certaine manière, ils sont dans ce monde, ils interagissent avec eux, ils en connaissent et ils en maîtrisent les codes, même si leur objectif n'est pas nécessairement la pérennité de ces codes, la prolongation, la répétition, la réalisation de ces actes du supporterisme. Ils sont là, en lien avec ces actes, ils sont là aussi comme des acteurs de ce monde des supporters. Pour un autre chercheur, Nicolas Ourcade, on peut caractériser les spectateurs présents dans le stade de football par une typologie basée sur l'engagement dans l'activité de supporter et le rapport à la violence. Cela schématise par une flèche qui fait apparaître un continuum de l'engagement ponctuel sans recours à la violence à l'engagement continuel avec recours quasi systématique à la violence. On dirait que les premiers sont des spectateurs, les seconds des officiels, les suivants des ultras, et enfin, les plus aptes à être dans cet engagement continuel avec recours à la violence, les hooligans. Ces groupes ont la particularité de soutenir, dans un même stade, la même équipe, mais d'une certaine manière d'être concurrents. On ne saurait, cependant, parler d'interdépendance, dans les faits, c'est l'aspect concurrentiel qui l'emporte sur le partenariat. Et pourtant, la rencontre de ces deux schématisations permet de matérialiser un monde du supporterisme dans lequel les cercles se multiplient et se croisent, permettant à certains acteurs d'émerger à l'intersection de nombreux groupes sans jamais n'être proches du troisième et quatrième type, c'est-à-dire des noyaux durs, décrits
par Nicolas Hourcade. Et, d'une certaine manière, ce schéma que vous avez devant vous montre cette imbrication des mondes, et cette imbrication des mondes au travers notamment d'acteurs avec une très forte multipositionnalité, c'est-à-dire qui prennent position dans plusieurs de ces mondes supporters différents, eh bien, forment une unité, un groupe qui partage un certain nombre de valeurs et notamment un certain nombre de références et notamment un certain nombre de références identitaires. C'est évidemment à nouveau l'image que nous avions fait rentrer tout à l'heure de Roger Claessens, c'est l'image de ce supporterisme liégeois, de cette identité liégeoise marquée par le caractère ouvrier, ce côté coloré, bigarré, ouvert et de tous âges, laborieux, combatif, généreux, festif, frondeur. Cet idéal type liégeois est partagé par l'ensemble de ces acteurs, par l'ensemble de ces supporters et de ces groupes de supporters, et cet idéal type devient le ciment de cette sous-culture, de cette identité supporteriste. On retrouve ça dans d'autres clubs, on le retrouve de manière beaucoup plus importante dans les clubs dont, d'une certaine manière, l'identité est très marquée par leur territoire. C'est par exemple le cas en France de l'AS Saint-Étienne. Des clubs plus récents, comme le Paris Saint-Germain par exemple, voient une unité plus difficile de leurs supporters, avec parfois des oppositions politiques et intellectuelles plus fortes. D'autres clubs, comme l'Olympique Lyonnais, ont un ciment à l'intérieur des groupes de supporters beaucoup plus marqué par le nationalisme et un certain attachement à un territoire vu comme un territoire transmettant des valeurs moins ouvertes, peut-être plus liées à des valeurs conservatrices. Vous l'avez compris, des références extérieures à un champion, à une ville, à une histoire, à des éléments historiques, à un territoire, permettent aux supporters de football de trouver des identités qui sont des identités qui leur sont propres, quel que soit finalement leur engagement dans l'activité supporter. Le grand public ou les groupes les plus extrêmes, au travers de la figure de Roger Claessens, montrent qu'il existe différentes formes de supporterisme qui d'ailleurs de leur côté peuvent trouver des identités communes, notamment dans la lutte contre certaines interventions policières, notamment parce que il y a des groupes de droite et des groupes de gauche, et plutôt souvent d'extrême droite et plutôt souvent d'extrême gauche à travers la France, mais aussi à travers l'Europe, de club à l'autre, et donc il y a des rencontres, des partenariats de supporters entre clubs différents. Mais restons sur l'idée d'une identité non pas par supporters extrêmes, mais plutôt globale, qui se rattache donc à des références identitaires extérieures. Pourquoi ? Parce que d'une certaine manière, c'est ça que nous appelons l'identité, c'est cette idée que chacun d'entre nous adhérons à un certain nombre de références, et parfois la conflictualité sociale vient du fait que ces références ne sont pas interprétées de la même manière, et que ces références peuvent être conflictuelles. Par exemple, nous pourrions dire que l'identité française, c'est adhérer à cette grande idée républicaine qu'est la liberté, l'égalité et la fraternité, la défense de ces trois devises, mais que mettons derrière ces trois mots ? Qu'est-ce que l'égalité ? Est-ce que l'égalité, c'est une égalité entre tous les hommes, ou entre tous les hommes de nationalité française, par exemple ? Et on voit là comment, dans cette question de l'identité, rentre la conflictualité, et donc, pour conclure, la sous-culture, l'identité, le partage d'une référence commune ne signifie pas des pratiques sociales et des perceptions du monde par des groupes sociaux différentes identiques.